Une alliance controversée, une réconciliation qui n'a jamais abouti et des révélations sur les élections ivoiriennes. Dans cet entretien très attendu, Affi N'Guessan revient sur plusieurs épisodes majeurs de sa carrière politique. Il explique pourquoi il a privilégié le dialogue plutôt que l'affrontement, évoque ses relations avec Laurent Gbagbo et critique le fonctionnement actuel du système électoral. Restez bien jusqu'au bout, car l'une de ces réponses pourrait changer votre perception de plusieurs événements politiques récents. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Triste parce que ces gens disent, regardez monsieur Affi N'Guessan, il est avec le RDR depuis 2014. Et puis en 2020-2021, il y a cette alliance stratégique, monsieur le Premier ministre. Aujourd'hui, vous venez de dire, donc en début d'émission, RHDP, il y a un problème de moralisation de la vie publique, ils confondent les caisses de l'État et leurs caisses personnelles. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez toujours légitime à la critique après avoir eu l'ambition de concrétiser avec le RHDP, que vous décrivez en des termes pas glorieux, un partenariat stratégique? Est-ce que ce n'est pas le péché de trop, finalement? Non, mais je crois que le vrai problème au niveau de la classe politique, des commentateurs politiques, c'est que les gens ne vont pas, ils restent à la surface et ne cherchent même pas à comprendre les fondements de certaines initiatives. Vous, par exemple, vous utilisez le terme de partenariat stratégique, alors qu'à aucun moment, dans ce que nous avons fait, nous n'avons utilisé ce terme. Nous avons parlé d'un partenariat pour la réconciliation nationale. Est-ce que vous pensez que le peuple, dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui a 50% d'analphabètes, est-ce que vous pensez que les gens vont au fond des choses aller chercher? Ils voient le RHDP, ils voient M. Pascal Affi N'Guessan. Oui, mais je ne suis pas là pour suivre aveuglement et bêtement une certaine opinion. Nous sommes des leaders. C'est 50% de vos concitoyens. Oui, mais bien sûr, mais dans tous les pays du monde, ceux qui changent la trajectoire d'un pays, ils ne sont pas forcément ceux qui sont compris dès l'initiative. Laurent Gbagbo lui-même, quand il a décidé d'entrer, je dirais, en rupture avec le parti unique, il n'a pas retrouvé 100% des Ivoiriens autour de lui. Il a été combattu. Moi-même, je me rappelle, quand j'ai décidé en 86 de rejoindre le Front populaire ivoirien, alors que je suis issu d'une région qui est majoritairement PDCI, avec des parents qui étaient des leaders politiques au PDCI, vous pensez que j'ai été compris? Vous pensez que je n'ai pas été traité aussi de traître? Un ami qui s'en va rejoindre un leader politique de l'Ouest, dans un contexte où le PDCI à cette époque essaie d'ailleurs même de... Allô? On a perdu M. le Premier ministre. Le débat politique. De faire... Oui, mais je vous entends là. Allez-y. Bon, souci technique, allez-y. Excusez-moi. Pas de souci, ce sont les aléas directs. On est tout le temps en Afrique, on est tout le temps engagé dans des débats où, en tant que leader, vous êtes amené à prendre des initiatives qui peuvent être sur le champ incomprises. Bon, il a eu encore un appel. La question de la réconciliation qui touche au sentiment des gens. Il y a beaucoup de gens, compte tenu de tout ce qu'ils ont vécu avec le RHDP, de toutes les souffrances liées à la rébellion armée, qui n'ont pas envie du tout de parler avec eux, qui pensent qu'il faut rester en permanence dans une logique d'affrontement avec le RHDP. Mais nous qui sommes les leaders, c'est à nous de savoir si effectivement l'affrontement permanent, c'est ça qui va aider à faire avancer la Côte d'Ivoire, ou s'il y a possibilité de négociation pour résoudre de façon pacifique un certain nombre de contradictions, il faut aussi explorer ces voies. Donc, moi, dès que je suis sorti de prison en 2013, je me suis inscrit dans la logique de la négociation avec le RHDP, d'abord pour que tous ceux qui sont en prison sortent de prison, pour que tous nos camarades qui sont en exil puissent rentrer, et pour qu'on puisse reconstruire la vie politique en Côte d'Ivoire dans le cadre de la réconciliation nationale. Voilà. Parce que c'est un processus incontournable. Dans tous les pays du monde où il y a une crise, il y a eu des crises comme celle que nous avons vécue en Côte d'Ivoire, il y a toujours eu, dans l'intérêt national, un processus de réconciliation. Et aujourd'hui encore, malgré les réticences du RHDP, la réconciliation nationale s'impose. Or, on ne peut pas faire réconciliation sans dialogue. On ne peut pas faire réconciliation si on ne se retrouve pas.
On ne peut pas faire réconciliation si on est toujours sur le degré. Donc ce partenariat a échoué, puisque si en 2026, vous estimez encore qu'il y a... oui. Ce que nous avons proposé en 2013-14, c'est que asseyons-nous, discutons, réglons nos problèmes, faisons rentrer ceux qui sont en exil, et puis réconcilions-nous, créons les bases d'un nouveau départ. Et c'est pourquoi ma proposition de réconciliation s'inscrit dans ce que j'ai appelé les États généraux de la République. Donc, on convoque, nous tous, nous retrouvons, on essaie d'identifier tout ce qui est à la base des conflits politiques que le pays connaît, et puis on reconstruit le processus démocratique, on reconstruit la société ivoirienne. Voilà ma motivation quand j'ai parlé de partenariat pour la réconciliation nationale. Donc, ce nationale. partenariat a échoué, puisqu'en 2026, le besoin de paix et de réconciliation... Oui, mais ce n'est pas parce que ça a échoué que j'ai eu tort de le dire. Ce n'est pas parce que ça a échoué que c'était une mauvaise initiative. Ça a échoué. Est-ce que vous pensez qu'un régime qui venait de réprimer, on l'a vu dans des conditions qui ne sont pas très légales, la crise contre le 3e mandat, était dans les dispositions d'esprit pour aller dans le sens de la réconciliation et de la paix? Le timing, monsieur le Premier ministre. Mais même en Afrique du Sud, il a fallu parler. Voilà. En Afrique du Sud, ceux même les tenants de l'apartheid, Mandela a négocié avec eux, à plus forte raison en Côte d'Ivoire. Tant qu'il n'y a pas d'autre solution, parce que dans ce genre de situation, il y a deux voies. La voie de l'affrontement, pour que le plus fort l'emporte, et puis la voie de la négociation. Si la voie de l'affrontement montre ses limites, il ne faut pas hésiter à emprunter la voie de la négociation. Et la preuve, c'est que Gbagbo Laurent est revenu, mais aujourd'hui, la voie de la négociation, elle est encore remise sur la table par rapport aux 2000 militants qui sont en prison, par rapport à un certain nombre de questions. On est en train de parler. Alors pourquoi avoir condamné l'initiative d'AFI en 2013-2014 et puis aujourd'hui ressortir la nécessité du dialogue avec Ouattara? Est-ce que c'est quand c'est d'autres personnes qu'AFI qui demandent la négociation avec Ouattara que c'est légitime ou pas? Ou bien c'est légitime quel que soit celui qui arrive? Donc il faut faisons preuve de sens de responsabilité. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, beaucoup savent que je n'ai pas eu tort en 2013-2014 de parler de réconciliation. Ça, c'est la première chose en ce qui concerne le partenariat avec le RHDP. Donc, personnellement, moi, je n'ai aucun complexe vis-à-vis de cette question. Parce que j'étais de bonne foi. Je voulais travailler dans l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays, c'est la réconciliation. Il se trouve que ceux qui sont au pouvoir ont montré qu'ils sont réfractaires à la réconciliation. Donc, dès que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas avancer avec eux sur le chemin de la réconciliation, je suis sorti du processus. Ça a duré 1 an. Je suis sorti du processus. Mais quand je sors du processus, je sais que ceux-là, on ne peut pas, c'est pas avec eux qu'il faut faire, qu'on pourra avoir la réconciliation. Ma conviction est établie. Non, mais... Bon, ça c'est pour cela. Alors, l'autre question, c'était quoi? Non, c'était bon. Vous avez répondu 2 questions. Vous avez répondu 2 questions. Ce sont les 2 questions, oui. Non, mais... Oui, récemment, les Ivoiriens ont pu lire une lettre ouverte disant que la gauche en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo, et Laurent Gbagbo, c'est la gauche en Côte d'Ivoire. Cette lettre était signée Nadi Gbagbo. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Laurent Gbagbo, c'est la gauche en Côte d'Ivoire, et la gauche en Côte d'Ivoire, c'est Laurent Gbagbo? Bon, enfin, je ne dirais pas comme d'habitude, mais vous posez toujours des questions délicates. Non, je crois que vous voulez avoir un peu, disons, mon commentaire par rapport à ce que j'ai dit. Moi, je considère que ce sont des questions sans objet. Voilà. Et je ne pense même pas que aujourd'hui, ce soit à l'avantage du président Laurent Gbagbo de chercher à savoir si c'est lui qui incarne la gauche, après avoir dirigé la Côte d'Ivoire pendant 10 ans. Voilà. Il devrait, le combat qu'on devrait, s'il y a un combat à mener, c'est voir comment Laurent Gbagbo peut incarner la nation ivoirienne et non la gauche. Il ne faut pas l'enfermer dans la gauche. Voilà. Il ne faut pas l'enfermer dans la gauche et chercher à mener une sorte de compétition avec d'autres leaders qui se réclameraient de la gauche. Ce n'est pas à ce niveau-là que le président Gbagbo a une compétition à mener. Je pense que c'est plutôt à la tête du pays, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, qu'il doit se positionner. Voilà. Qui doit se positionner. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai été surpris de cette initiative, parce que personnellement, s'il y a, je dirais, un combat, entre guillemets, à mener pour l'histoire du président Laurent Gbagbo,
pour la place du président Laurent Gbagbo dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas savoir si c'est lui qui incarne la gauche ou pas. Vous pensez que Laurent Gbagbo appartient à l'histoire et que vous appartenez à l'avenir, c'est ça? Bon, oui, le président Gbagbo, il est déjà un acteur majeur de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Voilà, parce que le processus démocratique que nous avons mené, il en a été l'un des principaux leaders. Et il a beaucoup donné pour cela depuis 1982 et bien avant. Et donc, il est une figure incontournable de l'histoire. Quel que soit ce qu'on pense de lui, Ouais. quel que soit ce qu'on pense de lui, et je pense qu'il doit rester. Et c'est pour ça que personnellement, je n'ai pas du tout apprécié le fait qu'il se remette dans un combat de partis politiques. Voilà. Ah, vous n'avez pas Pour posé. moi, voilà, franchement, je continue de le dire. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, de l'amener au PPACI, je ne pense pas que ça grandit le président Gbagbo. Voilà. D'accord, remonte votre dernière conversation, votre dernier coup de fil, votre... la dernière visite date, je crois, du mois de janvier 2026, je crois, juste avant, après les élections présidentielles, avant de partir au village, je suis passé lui rendre visite. Voilà, c'est... Oh, ouais. Racontez, qu'est-ce qu'il vous a dit? Non, c'est pas pour que je puisse raconter ça sur le plateau. Si tu veux, je te tutoie parce que tu n'es pas n'importe qui parmi ceux qui sont autour de la table. Tu m'appelles et puis je vais te dire ce que nous avons dit. On passe au prochain sujet. Monsieur le Premier ministre, le gouvernement a annoncé la dissolution de la Commission électorale indépendante, la CEI, le mercredi 6 mai dernier, il me semble. Alors, Monsieur le Premier ministre, ce sujet m'intéresse particulièrement parce que c'est l'un des sujets, la commission électorale indépendante, c'est l'un des sujets qui a cristallisé la vie politique en Côte d'Ivoire. Pourquoi je le dis? En 2010, même en 2011, je vous ai vu parcourir quelques capitales africaines pour trouver une solution suite à la crise post-électorale. D'abord, ma première question, est-ce que vous restez toujours convaincu que cette élection, votre camp, la LMP, l'a bel et bien gagné ces élections? Et ma seconde question ira dans le cadre politique, parce que j'ai eu un débat hier assez intéressant avec des commentateurs de la vie politique ivoirienne. Est-ce que toutes les élections auxquelles votre parti, le Front populaire ivoirien, a participé, est-ce que ces élections qui ont été supervisées par la CEI reflètent véritablement le poids, d'accord, dans le paysage politique que le FPI pourrait avoir? Est-ce qu'il n'y a pas eu des contestations qui, pour des manipulations quelconques, ont été tronquées pour l'avantage du parti au pouvoir? Merci. Merci. Je crois que toutes les élections n'ont pas été transparentes. Même là où l'opposition gagne 10%, ça veut dire que si elles avaient été transparentes, l'opposition aurait pu avoir 40%, 50%. Voilà. Mais on fait avec, à défaut de trouver un contexte suffisamment transparent, suffisamment, je dirais, inclusif pour que les forces politiques s'expriment conformément à leurs valeurs, conformément à ce que les Ivoiriens pensent de chacune d'entre elles. Aujourd'hui, on ne peut pas, aujourd'hui, par exemple, le parti au pouvoir est ultra dominateur à l'Assemblée, ils ont presque 80%, 90% des sièges, mais ça ne reflète pas la réalité. C'est une construction, c'est artificiel, c'est une majorité artificielle, parce que tout est fait pour que les partis politiques de l'opposition ne puissent pas s'exprimer et à leur juste valeur. Tout est fait pour que les Ivoiriens ne puissent pas s'exprimer et donner leur opinion sur les différents acteurs politiques, sur les différents programmes politiques. Ça, et c'est pour cela que nous nous battons pour que la commission électorale indépendante change. Mais ce ne serait même pas le seul problème qu'il faudra régler si on veut avoir des élections démocratiques. L'autre problème, c'est la question de l'argent. La question de la corruption électorale, corruption des électeurs, corruption des agents électoraux, utilisation des biens de l'État à des fins politiques. Et cela représente pratiquement 50% des problèmes en Côte d'Ivoire. Depuis que le RHDP est au pouvoir. Un appel téléphonique. Le RHDP a piraté. Il y a plus d'élections. Il y a chaque consultation électorale, en fait, une vente aux enchères des postes. C'est celui qui a le plus d'argent qui vient acheter son poste. Ouais. Ce n'est pas les leaders politiques, ce ne sont pas les idées politiques qui déterminent le choix des Ivoiriens. C'est la corruption à grande échelle.
Et donc, ce problème de la corruption, ce problème du financement des campagnes électorales, ce problème de l'utilisation du trésor public pour construire des personnalités publiques, c'est un problème majeur pour la démocratie ivoirienne. Et donc, c'est tous ces problèmes-là qui alimentent le combat que nous menons. Et donc, on va se battre pour qu'il y ait une commission électorale qui soit dégagée des griffes du parti au pouvoir, mais il faut se battre aussi sur les conditions d'organisation des élections, sur la présence de l'argent dans le processus démocratique. D'accord, je comprends bien, vous avez bouté en touche ma première question, hein, pour des raisons, c'est certainement... Non, mais laquelle qui n'a pas été... J'évoquais le cas des élections en 2010. Est-ce que vous restez convaincu que vous en aviez... 2010 Ah oui, oui. Non, mais on a gagné en 2010, qui a gagné? C'est nous qui avons gagné, c'est nous qui avons été proclamés par le Conseil constitutionnel, qui en Côte d'Ivoire est l'institution compétente, la seule institution compétente pour proclamer le résultat d'une élection présidentielle, c'est le Conseil constitutionnel. Et même aujourd'hui, ça n'a pas changé. Et le Conseil constitutionnel nous a déclaré vainqueurs. Donc, c'est nous qui avons gagné. Et nous avons gagné dans un contexte où nos adversaires étaient en armes. Ça apporte encore davantage de poids à notre victoire. Étaient en armes, ils occupaient la moitié du pays. Ils ne peuvent pas dire qu'ils ont gagné une élection alors qu'ils sont en armes et qu'ils occupent la moitié du pays. Voilà. Ils ne peuvent pas revendiquer cela. Voilà. Donc, c'est nous qui avons gagné. Nous avons gagné contre les armes. Et bon, maintenant, étant donné que notre tête était mise à prix depuis 2002 et que la droite française voulait à tout prix se débarrasser de Gbagbo Laurent et du Front populaire ivoirien, évidemment, tout a été mis en œuvre par le président Sarkozy pour que notre victoire ne soit pas reconnue, en instrumentalisant les Nations Unies, en utilisant leur présence au Conseil de sécurité des Nations Unies, leur présence militaire sur le territoire, leur présence diplomatique sur l'ensemble de la scène politique africaine et internationale. Donc, c'est cette conjonction de moyens mis à la disposition de Ouattara qui lui a permis de nous arracher notre victoire. D'accord. Enfin, une dernière question. Est-ce que vous jugez, M. Afin-Guessan, vous qui avez connu la vie politique en Côte d'Ivoire entre 2000 et aujourd'hui 2026, vous jugez que la CNE à l'époque, qui était pilotée par M. Honoré Guier, d'accord, avait abattu un réel travail électoral, contrairement à cette CEI qu'on a connue plus tard? En tout cas, M. Honoré Guier a laissé son nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Merci. Par sa probité, par son honnêteté, par son courage. Et je pense qu'au moment même où on pense à réformer la commission électorale indépendante, c'est le seul nom qui vient en tête pour tous ceux qui souhaitent, qui pensent que la question des hommes est une question aussi essentielle dans tout ce que nous allons construire. Qui mettre à la tête de la future commission électorale, quel que soit son nom, en étant assuré qu'il résistera à la volonté de caporalisation du RHDP. Parce que c'est un pouvoir qui ne peut pas du tout laisser la démocratie s'exprimer, qui est viscéralement engagé dans la caporalisation des structures, dans l'instrumentalisation des institutions, dans la corruption des leaders politiques, qu'ils soient même de la chefferie traditionnelle, même du milieu religieux, des syndicats. Ils sont dans une logique permanente d'asservir toutes les institutions de manière à ce qu'ils restent éternellement au pouvoir. Et donc, la question des hommes est une question essentielle. Par exemple, ce qui se passe au Ghana, où on sait qu'il y a des hommes suffisamment intègres et un pouvoir qui sait respecter les limites de la démocratie, ce n'est pas le cas en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Selon vous, Affi-N'Guessan a-t-il eu raison de privilégier le dialogue et la réconciliation malgré les critiques? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez cette vidéo autour de vous pour prolonger le débat.